Bonjour mesdames et messieurs, au micro Léon Weinstein, ville de Los Angeles, Californie. Jeudi, le procureur général de Floride. En coopération avec le FBI, des dizaines de membres d'une organisation fournissant des enfants à des pédophiles ont été arrêtés, fourniture d'enfants à des pédophiles. Et plus de 60 enfants ont été libérés, des enfants que l'administration Biden, bien sûr, a permis d'amener aux États-Unis, puis a remis entre les mains des organisateurs de bordels et de maisons closes pour enfants. Mais c'était une opération de 2 semaines. On m'a dit que c'était le cas le plus réussi de l'histoire des États-Unis. Nous avons réussi à sauver 60 enfants, dont beaucoup étaient victimes d'un horrible trafic d'êtres humains. Et vous savez, d'autres, simplement d'atrocités. Beaucoup d'entre eux sont tombés enceintes de leurs trafiquants. Ah oui, eh bien, nous sommes heureux de les ramener chez eux. Nous avons travaillé avec le gouvernement fédéral. Je ne peux pas ne pas souligner à quel point l'administration Trump, le FBI, le service des marshals américains ont aidé. Ils ont vraiment fait une bonne action. Donc, nous les avons ramenés. Maintenant, nous allons les aider à se rétablir. Et, vous savez, j'ai promis aux gens, lorsque j'ai prêté serment, que la protection de nos enfants serait ma priorité absolue. Nous ne nous arrêterons pas. Nous allons riposter. Et si vous vous livrez à la traite des êtres humains dans cet état, nous vous attraperons. ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les démocrates ont remis environ 300 000 enfants entre les mains de pédophiles dont la trace a été perdue. Bien sûr, 60 ont été retrouvés. Nous devrons encore pendant de nombreuses années nettoyer ce cauchemar que les démocrates ont créé dans ce pays. Un véritable cauchemar, tout simplement. Un cauchemar. Nous n'avons pas l'intention de le tolérer et nous n'allons pas nous excuser de vouloir protéger nos enfants contre tout préjudice physique. C'est du trafic d'êtres humains, c'est dangereux, tout comme les nuisibles idéologiques. Vous savez, ici, dans l'État, nous avons mis en place un programme éducatif. Nous allons punir tous ceux qui permettent aux petits garçons d'entrer dans les toilettes des femmes, tous ceux qui veulent qu'il y ait de la pornographie dans les classes. Mais, En Floride, il n'y a pas de place pour cela. Nous deviendrons l'État numéro 1 en matière de sécurité publique. et ceux qui se sont livrés à l'exploitation des enfants seront détenus dans un nouvel endroit. Au milieu de la prairie marécageuse pleine d'alligators, on l'appelle même l'Alcatraz des crocodiles. Vous savez peut-être qu'à San Francisco, il y avait une célèbre prison entourée d'eau, Alcatraz. Eh bien, celle-ci est entourée de crocodiles. Quelques-uns. Plusieurs établissements, y compris ce que j'appelle l'Alcatraz des alligators. Alors, attends, ça, d'accord. Attends une seconde. Ça, et on l'a juste ici. Oui, c'est exactement cet endroit. C'est un aérodrome de taille moyenne. C'est bien ça. C'est un vieil aérodrome pratiquement abandonné. À un moment donné, ils voulèrent que ce soit le plus grand aéroport du monde, mais cela ne s'est pas produit. Mais il y a une piste de 11 000 pieds de long, donc les gros avions peuvent atterrir. Nous allons effectuer le traitement là-bas. La garde nationale sera sur place, ils vont aider. Nous leur accorderons toutes les garanties procédurales que, selon les tribunaux, ils jugent nécessaires. Vous savez, à la sortie, même si cela n'intéresse personne, Ne préoccupez personne quand la frontière était ouverte et les gens circulaient librement. Et nous allons arrêter, expulser et renvoyer des gens de ce pays. C'est incroyable. Alors, vous êtes sur place. Comment ça va? Attendez. Vous venez de dire que vous l'ouvrirez en juillet. Oui, il sera ouvert la première semaine de juillet. Vous allez simplement installer des tentes ou des auvents là-bas. Comment? Ça va, comment ça va fonctionner? En Floride, nous avons appris à bien réagir. Tu vas enchaîner des gens à un alligator? Ouais, non. Nous aurons une certaine infrastructure légère, mais beaucoup, vous savez, de grandes structures de tentes et des installations mobiles. Nous n'avons pas besoin de construire plein de briques et de mortiers. Ouah. Encore une fois, ce sera temporaire, et heureusement, Mère Nature fait beaucoup de choses pour le périmètre. Nous aurons besoin de quelques ajouts, mais en réalité, il n'y a nulle part où les ajouter. Si on vous a placé là-bas, si on vous a retenu là-bas, alors il n'y a ni entrée ni sortie. Tout est prêt, Domican à Kolechak, des structures légères de pour 5000 lits pour les criminels, des alligators autour et une piste d'atterrissage pour transporter directement de là-bas. C'est de cet Alcatraz que les criminels seront envoyés vers les pays d'où ils sont venus pour de longues peines dans les prisons de San Salvador et d'autres villes du Guatemala. 600 000 clandestins. Mesdames et messieurs, aux États-Unis, ils ont déjà été condamnés à être envoyés en prison. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils ont déjà commis un crime aux États-Unis. 600 000 personnes, parmi celles que Biden a laissées entrer ici, 10 millions, 12 millions, les chiffres varient tout le temps. 600 000 ont déjà commis un crime ici et ont été relâchés.
Nous devons maintenant les attraper à nouveau, ce n'était pas quelque part là-bas qu'ils ont commis leur crime. Peut-être aussi là-bas. Peut-être qu'ils ont même été expulsés de là-bas. On les a amenés à notre frontière. On les a poussés en arrière pour qu'ils ne viennent pas ici. Et ils faisaient exactement la même chose qu'ils faisaient là-bas. Mais maintenant, c'est ici. Les gens de Biden les accueillaient avec joie, les aidaient volontiers, leur donnaient tout ce qu'ils pouvaient, y compris de l'argent, des billets, et ainsi de suite. Mais ils ne les emmenaient nulle part. En aucun cas, ils ne les emmenaient ailleurs. Mais ensuite, il est nécessaire de garantir le respect de l'état de droit. Si vous êtes dans ce pays illégalement, vous n'avez pas votre place ici, et nous avons le devoir de soutenir l'administration Trump. Je vais donner un exemple. Il y a 2 semaines, j'ai annoncé la condamnation à perpétuité d'un gars qui était ici avec un permis de travail agricole. Il avait dépassé la durée de son séjour dans le pays et se trouvait ici illégalement. Et nous l'avons surpris en train de commettre des violences sexuelles brutales et de faire du trafic de jeunes filles. Une petite enfant. Je veux dire, c'est exactement ce qui se passe quand ces gens viennent dans notre pays. La semaine dernière, dans le comté de Bay, j'ai annoncé ce système de permis de conduire, dans lequel des personnes travaillant au Department of Motor Vehicles vendaient de fausses pièces d'identité. Y compris, vous savez, ces mêmes permis qui sont nécessaires pour conduire un semi-remorque. Ah bon, les personnes qui ne suivent pas de formation, qui ne passent pas d'examen, elles obtiennent ces documents, gagnent de l'argent de cette manière, en contournant la loi, et mettent en danger les habitants de la Floride, elles mettent en danger les Américains. Donc, je pense que nous avons un devoir. Nous devons arrêter et expulser tout le monde. Oui, nous allons nous concentrer sur les criminels parmi les clandestins, mais la loi doit rester la loi. Donc c'est une fraude électorale directe? C'est exact. Oui, il y en a. Eh bien, il y en a. Allons-y, faisons-le venir. Vous savez, des millions de permis de conduire illégaux pour que les étudiants chinois puissent voter. Et nous savons que les étudiants chinois ont vraiment voté lors des élections. Un gars a déjà été accusé pour ça dans le Michigan. Donc le schéma a vraiment fonctionné. Et puis il y a une fraude électorale encore plus agressive. C'est tout simplement tuer le candidat. Maintenant, l'une de ces tentatives d'assassinat a eu lieu ici, en Floride. Je comprends que c'est une affaire fédérale et qu'elle est examinée par un tribunal fédéral. Peux-tu me parler de Ryan Routh? Que se passe-t-il avec ce gars-là? Il a apparemment travaillé avec l'Ukraine, il a apparemment travaillé avec l'Afghanistan, avec quelqu'un parmi les terroristes. Il y a beaucoup de faits qui soulèvent encore plus de questions. Exactement. Que veux-tu dire? Des réponses? Qu'est-ce que c'est, bon sang, Sakinchwokom? Mais que puis-je dire? Nous avons été tenus responsables en Floride. Tant que l'administration Biden est au pouvoir, elle représente une menace. Nous ne faisions pas confiance au gouvernement fédéral et nous ne lui faisions pas confiance pour faire son travail. C'est pourquoi nous voulions le faire en Floride. Et ils ont entravé notre enquête. Ils ne nous ont pas laissé accéder à la scène du crime. Ils n'ont pas partagé les témoignages des témoins ni les documents de preuve. Mais tout a changé lorsque la procureure générale Bondi et Kash Patel sont arrivés au pouvoir. Nous avons aimé travailler avec eux. Nous avons pu faire avancer notre enquête. Nous soutenons pleinement leurs actions. Nous ne voulons rien faire qui pourrait les devancer ou nuire à ce qu'ils font. Mais nous allons à nouveau veiller au respect de la loi. Autrement dit, les fédéraux sous Biden ont tout fait pour entraver l'enquête menée par le parquet de Floride. La question est pourquoi? Pourquoi n'ont-ils pas laissé accéder au lieu du crime? Pourquoi ne montraient-ils pas les documents? Pourquoi cachaient-ils les données, les témoignages de certains témoins? Pendant ce temps, de l'autre côté, donc cet autre côté, c'est la Floride, New York, Boston et ainsi de suite, et ce côté-ci est différent. C'est là où j'habite, oui, dans une petite ville près de Los Angeles. La vice-maire Cynthia. Cynthia Gonzalez, la vice-maire. Présidente Cynthia. Gonzalez, vice-maire de la ville de Koudaï. Depuis, elle a supprimé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle appelait les membres de gangs à défendre leur territoire contre l'Immigration and Customs Enforcement. C'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'Amérique qu'un vice-maire appelle les gangs locaux à lutter contre les agents fédéraux pour protéger leurs rues. Lorsqu'un dirigeant politique appelle les groupes criminels de rue à agir, cela prend une signification beaucoup plus sinistre, voire même criminelle. D'accord. Dans cette vidéo, nous allons regarder l'intervention de Cynthia Gonzalez, adjointe au maire de la ville de Koudaï, en Californie. Ce n'est pas anodin, mais je me demande où sont tous les Chelas à Los Angeles. La 18e rue Florence, où est la direction du logement? Parce que vous parlez tous de territoire, c'est la 18e rue, c'est Florence. Vous peignez tout autour en revendiquant votre quartier, et maintenant que votre quartier a été pris par la plus grande bande, pas un mot. Tous les autres, qui ne sont pas liés à la vie de gangsters, sortent manifester et s'expriment. Ce n'est pas une question de vie de gangster.
Nous sommes là, genre, à nous battre pour notre territoire, à protéger notre quartier, à protéger nos gens. Et où êtes-vous? D'accord. S'il vous plaît, laissez vos commentaires en bas. Dites-nous ce que vous en pensez. Et ne vous inquiétez pas, nous avons encore beaucoup de vidéos à venir. Cet élu appelle littéralement les chefs locaux de gangs à reprendre leur territoire, à aller et à résister à la plus grande bande, le gouvernement des États-Unis. Comparez le procureur de Floride et cette racaille, je ne veux pas le dire, l'administrateur de Californie. Eh bien, c'est la même chose, non? L'un est pour le respect de la loi, la protection des habitants, la garantie de la liberté d'action, la parole des citoyens, l'autre pour la protection des gangs de Los Angeles. Leur territoire, leur trans-exclusionary radical féministe, comme elle disait, c'est-à-dire des territoires, oui, là-bas des séquents, ils vendent de la drogue et protègent des prostituées, y compris des mineurs, et ils défendent ce territoire, ils considèrent ce territoire comme le leur. Protection contre qui? Protection contre la loi. Dieu nous en préserve si la légalité arrive dans son quartier. Mais comment est-ce possible? Qui la choisirait alors s'il y avait la loi là-bas? C'est pareil chez nous, aux États-Unis. Il y a 2 rives pour une seule rivière. On essaie, en quelque sorte, d'aider et de s'organiser. Et je ne veux pas entendre un mot de ta part quand ils seront partis. Et que tu commenceras à dire que c'est ton quartier. Ce n'était pas ton quartier. Tu n'étais même pas là pour aider. Encore une fois, je ne sais pas si on a déjà vu quelque chose comme ça. On a un élu qui poste des vidéos sur Internet en essayant de conclure un marché. Ou inciter les gangs locaux violents à aller affronter le plus grand gang dans les rues et à reprendre leur territoire. Honnêtement, je n'ai jamais vu une idiote pareille, j'en ai vu beaucoup des idiotes, mais jamais comme celle-là et il est possible que je n'en vois jamais. Je pense qu'elle est la meilleure publicité pour ceux qui essaient de lutter contre les démocrates en Amérique. Il faut la montrer partout et à tout le monde. Et à la fin, il faut écrire. Si tu es d'accord, vote pour les démocrates. Eh bien, David et Michel, les gens ici à Kadak me disent qu'ils ont peur. La tension est très élevée. Alors, quand la vice-maire envoie un message qui n'est pas adressé à ses électeurs, ni aux agents de l'Immigration and Customs Enforcement, mais aux criminels locaux, ceux à qui nous avons parlé disent que cela n'a fait qu'aggraver la situation. Au fait, abonnez-vous à cette chaîne et à la feuille de route vers la liberté. Il y aura un lien en bas pour mon cadeau pour vous, mesdames et messieurs. Un livre dont Rudy Giuliani, Sarah Palin et de nombreuses autres personnalités publiques ont parlé en des termes plus que positifs. Et d'ailleurs, une critique brillante a été écrite dans la Revue littéraire de Londres. Et un livre gratuit, un abonnement gratuit au cours vidéo Feuille de route vers la liberté. Vous recevrez des messages quotidiens, le livre vous sera envoyé immédiatement, puis vous commencerez à recevoir les suivants chaque jour. Pour ainsi dire, des vidéos de 10 minutes chaque jour. Des récits vidéo intéressants sur un monde dans lequel on aimerait vivre, sur le monde de la règle d'or du Rav Hillel qui a précédé le sermon sur la montagne de Jésus exactement 100 ans auparavant. Mais revenons à aujourd'hui et maintenant. Un message choquant sur les descentes de police, publié sur les réseaux sociaux par l'élu Cynthia Gonzalez, qui occupe le poste de vice-maire de la petite ville de Koudaï, située dans la partie sud-est du comté de Los Angeles. Ce message n'est pas destiné au gouvernement fédéral, il s'adresse à l'un des gangs de rue les plus violents du sud de la Californie. Qui donc, la petite Cynthia, a-t-elle appelé à défendre les rues de notre ville? Quels chevaliers à la triste figure! Bon, le gang de la 18e rue, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est l'un des plus grands gangs de Los Angeles. Mais je veux aussi attirer l'attention là-dessus parce que beaucoup de gens ne le remarquent pas. Je pense que ce fonctionnaire élu n'a pas seulement appelé le gang de la 18e rue à s'opposer au gouvernement des États-Unis, mais il les a aussi incités, il a fait preuve d'irrespect. Et il disait « Eh, où êtes-vous? Pourquoi n'êtes-vous pas dans les rues? Où est votre direction? Quoi, vous avez peur d'être ici avec nous? » Et écoutez, avec ces bandes, il ne faut pas plaisanter. Et pour être honnête avec vous, cela pourrait devenir un problème non seulement pour le gouvernement des États-Unis, mais aussi pour les bandes locales. La garce essaie de revendiquer un territoire qui n'appartient à aucun quartier.
si tu ne te montres pas, si tu n'essaies pas d'aider. La vidéo, qui durait plus d'1 minute, a depuis été supprimée. Le EVR ne peut ni confirmer ni infirmer l'enquête concernant les propos de Gonzalez. Mais l'analyste juridique Sam Josh Ritter estime que l'appel à l'action du vice-maire a pu franchir la limite de la légalité. Lorsqu'il s'agit d'un dirigeant politique qui appelle les gangs de rue à agir, cela prend un sens beaucoup plus sinistre et peut même avoir une connotation criminelle. Je veux dire, c'est une chose de dire « Habitants du quartier, défendez-vous ». C'en est une autre de citer nommément différentes bandes de rue et de leur demander de défendre leur quartier. Même les démocrates ont commencé à abandonner notre belle ville. Vous voyez, c'est une chose d'appeler à un soulèvement populaire, pacifique ou autre, mais c'en est une autre d'appeler des mercenaires et même des bandits. Eh bien, en fait, presque tous ou même tous sont des mercenaires. Je pense que tous les mercenaires sont des bandits. Si vous ne le savez pas encore, je voudrais vous présenter l'un des esprits les plus brillants d'Amérique, sinon le plus brillant. Il s'agit de Thomas Sonov, qui a répondu plusieurs fois à la question « Pourquoi ? Pourquoi ?» Qui déteste les Juifs ? Je vous prie de noter qu'il n'est certainement pas juif. Les minorités intermédiaires, dont les Juifs sont les plus en vue, parce que parmi les soi-disant minorités intermédiaires auxquelles appartiennent les Juifs, c'est le cas le plus flagrant. L'hostilité envers ces personnes dans différents pays du monde est totalement disproportionnée par rapport à tout autre groupe dont je peux me souvenir. Si l'on parle de violence, le nombre de Chinois tués en une seule année à la suite d'actions de foule dépasse le nombre total de Noirs lynchés dans toute l'histoire des États-Unis. Et le nombre d'Arméniens tués en Turquie pendant la Première Guerre mondiale est encore plus élevé. Et bien sûr, le nombre de Juifs tués à différentes périodes de l'histoire, même avant l'Holocauste, est encore plus important. Donc la question est de savoir pourquoi ce type de personne devient la cible d'une haine aussi virulente. Et comme il me semble, la réponse est qu'ils ne se contentent pas de réussir. Ils réussissent d'une manière qui menace l'amour-propre des autres. À mon avis, j'ai tapé dans le mille. Autrement dit, il semble que la plupart des gens ont raison. Lorsqu'ils ont le choix entre détester les autres ou détester, ils choisissent de détester les autres. En y réfléchissant, tout commence par une idée, tout commence par une invention. Les chaises ne poussent pas sur les arbres. Et si vous ne l'avez pas remarqué, vérifiez, elles ne poussent pas. Il faut que quelqu'un s'imagine et se raconte lui-même la chaise. Ensuite, il a créé des outils, puis, avec leur aide, à partir du bois, il a fabriqué un banc, et ensuite, voyant à quel point il plaisait, tout le monde en avait besoin. Beaucoup de gens voulaient en avoir un. Il a calculé les coûts, fixé un prix et a commencé à recevoir la différence qu'il a appelée le profit. C'est la même chose avec la musique. Il a composé dans sa tête, puis il a joué sur un instrument, ou il l'a enregistré, ou il l'a chanté aux autres, et c'est parti. Ceux qui savent mieux réfléchir, ceux qui savent compter, ceux qui savent organiser, vivent de mieux que ceux qui ont simplement pris la terre par la force. Ou bien, à l'aide de la punition et de l'intimidation, il force des quasi-esclaves à travailler pour son propre bénéfice. Et les Juifs ne forcent personne à écouter leur musique ou à acheter leurs bancs. Les Juifs font leur travail, et de nombreuses autres minorités et majorités veulent la même chose qu'eux et sont prêtes à donner les fruits de leur travail. Cela s'appelle de l'argent pour obtenir ce que les Juifs vendent. Jamais les Juifs ne sont venus dire « Donne-nous tes biens ou ton argent ». C'est plutôt qu'on venait vers eux et qu'on leur demandait « Combien ça coûte ceci et cela ?» Combien ça coûte ? Voilà. Dans de nombreux endroits. Mais ce sont des personnes qui ont connu un immense succès parmi d'autres qui n'y sont pas parvenus. Il y a de nombreuses années, un fonctionnaire d'une organisation juive à New York m'a demandé « Eh bien, que peuvent faire les Juifs eux-mêmes pour minimiser l'hostilité à laquelle ils sont confrontés ?» Et je lui ai donné une réponse sans équivoque, échouée. Parce que tant que vous réussissez, on vous détestera. Donc la source, c'est le succès dans la haine. Ce n'est pas seulement une question de réussite, c'est une question de réussite qui commence dans la pauvreté, comme ce fut le cas pour les Juifs aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Et les voilà, c'est vous.
Vous ne voyez pas seulement comment ils réussissent, vous voyez comment ils partent du plus bas et dépassent d'autres personnes. Et ceux qu'ils ont dépassés n'aiment pas ça. Mais il y a aussi le fait que leur rôle économique n'a jamais été compris. Eh bien, vous savez, ce sont des intermédiaires ou des usuriers, et on dit qu'en réalité, ils ne produisent rien. Vous ne voyez rien de tangible, n'est-ce pas qu'ils produisent? Ils ne sont pas sur une chaîne de montage et ne fabriquent aucun produit. Et c'est pourquoi on affirme qu'ils ne produisent rien. Ils s'interposent simplement sans gêne entre le producteur et le consommateur, et en fait, ils sont des parasites. Et cet argument a été avancé, encore une fois, non seulement à l'égard des Juifs, mais aussi envers des groupes similaires partout dans le monde. Et dans de nombreux endroits, ces personnes étaient expulsées ou chassées par des pogroms, forcées de fuir, et après leur départ, l'économie s'effondrait. Peu importe qu'il y ait aussi beaucoup de Juifs parmi les gauchistes, c'est une philosophie individuelle. Et n'importe quel Juif peut, pour ainsi dire, croire à une chose, à une autre ou à une troisième. En réalité, des preuves, s'il vous plaît. Le communisme et le socialisme ont été créés par des Juifs, il y a Marx, Engels, de nombreux bolcheviks et mencheviks, et ils ont aussi créé et soutiennent le capitalisme. Eh bien, voyons voir aujourd'hui, oui. Eh bien, là-bas. Jeff Bezos d'Amazon, Bill Gates de Microsoft, Larry Ellis d'Oracle, Mark Zuckerberg de Facebook, Sergey Brin de Google. Et peu importe quelles sont leurs opinions politiques personnelles. Ce qui est important, c'est que le capitalisme repose aujourd'hui sur eux. Réfléchissez-y. 0,2% de la population mondiale, 0,2%. Ce sont les Juifs qui représentent aujourd'hui environ 0,2%. Ils ont créé 15% de toute la richesse mondiale. Pas 2%, 0,2% ont créé 15% de toute la richesse de la planète sur Terre. Vous comprenez qu'il est impossible de comparer la contribution des Juifs, pour ainsi dire, par personne, oui, avec celle des Coréens aux joues roses, des Français, des Somaliens, des Ougandais, des Koweïtiens, des Vietnamiens. Je ne sais pas, avec tout le monde, tout simplement avec tout le monde. Pourquoi les Juifs sont-ils si intelligents? Ou, comme le dit ma petite fille, pourquoi es-tu si intelligent? Elle ne comprend pas très bien la différence entre pourquoi et dans quel but. C'est une toute autre question. Nous sommes en train d'examiner pourquoi les Juifs sont détestés depuis au moins 2000 ans, voire plus. Commençons par le fait que beaucoup de gens comprennent mal le rôle économique que les Juifs ont joué tout au long de l'histoire. Dans de nombreux endroits, les Juifs se retrouvaient dans des professions que les autres ne voulaient pas occuper. Ils devenaient commerçants, banquiers et le plus souvent usuriers. Vous pouvez maintenant vous demander pourquoi ils exercèrent précisément ces professions. Était-ce leur choix? Pas vraiment. Dans l'Europe médiévale, la religion chrétienne interdisait aux chrétiens de prêter de l'argent avec intérêt. Cela s'appelait l'usure. Mais la vie économique ne pouvait pas exister sans crédit. C'est pourquoi les communautés juives, à qui il était interdit de posséder des terres ou d'exercer de nombreux métiers, ont occupé cette niche. Elles prêtaient de l'argent, finançaient des entreprises et devenaient des rouages essentiels du mécanisme économique. Mais il y avait aussi un revers à cela. Les personnes qui leur empruntèrent de l'argent, les fermiers, les commerçants, ne comprenaient souvent pas l'économie de leurs dettes. Lorsque les temps devenèrent difficiles et qu'ils ne pouvaient pas rembourser leurs dettes, ils accusaient le créancier. Pour eux, le juif devenait le visage de leur malheur, l'homme qui profitait de leur souffrance. Ces relations tendues ne se limitaient pas seulement à l'Europe médiévale. Le rôle des Juifs en tant qu'intermédiaires financiers se retrouvait dans de nombreux coins du monde, de la Pologne à l'Espagne et au Moyen-Orient. Dans toute société, l'intermédiaire est à la fois nécessaire et vulnérable. Il relie les acheteurs aux vendeurs, les prêteurs aux emprunteurs. Mais quand quelque chose tourne mal, c'est eux qu'il est le plus facile de blâmer. Cependant, les raisons économiques n'étaient qu'une partie de l'histoire. La religion a également joué un rôle déterminant. Après tout, le judaïsme a été l'une des premières religions monothéistes, ce qui rendait les juifs particuliers dans un monde dominé par le polythéisme, puis plus tard par le christianisme et l'islam. Et la triste vérité, c'est que lorsque les gens voient d'autres personnes vivre différemment, croire différemment, cela s'accompagne souvent de peur et de méfiance. Comment éviter l'envie et la haine?
Arrête d'être quelqu'un de réussi, commence à être comme tout le monde, un idiot, et on arrêtera de te détester. Mais au fait, pourquoi déteste-t-on l'Amérique? Vous ne vous êtes jamais posé la question? D'être accusé de profaner des objets sacrés en alliance avec le diable. Ces mythes ont conduit à des pogroms violents, des expulsions et des massacres de masse. Des communautés entières étaient anéanties, à cause de rumeurs infondées et d'une hystérie religieuse. Les Juifs devaient sans cesse fuir de pays en pays, s'adaptant constamment à de nouvelles terres, de nouvelles langues et à de nouveaux soupçons. Et pourtant, malgré tout cela, les Juifs non seulement ont survécu, mais ils ont prospéré. Où qu'ils se trouvent, ils construisaient des entreprises, des écoles et des communautés. Ils devenaient de médecins, scientifiques, commerçants et artisans. Ils apportaient une immense contribution à la culture et à l'économie des pays dans lesquels ils vivaient, même en restant des étrangers. Eh bien, réfléchissez-y, si un groupe de personnes peut survivre à des siècles de persécution et malgré tout offrir au monde certains des plus grands esprits dans la science, l'art et les affaires, peut-être que cela mérite l'admiration, non? Mais être des étrangers avait son prix. Les périodes de stabilité, les Juifs étaient tolérés, parfois même accueillis, mais en temps de crise, ils devenaient les premiers à être accusés. C'est ce que nous appelons un bouc émissaire, un groupe sur lequel on rejette la faute des malheurs des autres. Lorsque la peste noire a déferlé sur l'Europe au XIVe siècle, les Juifs ont été accusés de l'avoir propagée. Lorsque l'économie allemande s'est effondrée au XXe siècle, le régime d'Adolf Hitler en a accusé les Juifs simplement à cause de qui ils étaient. Adolf Hitler a exploité de vieux préjugés et l'angoisse économique pour attiser la haine qui a conduit à l'Holocauste. Le meurtre de 6 millions de Juifs uniquement à cause de ce qu'ils étaient. Ce fut l'acte suprême de bouc émissaire, un crime monstrueux né de siècles d'incompréhension, de mensonges et de peur. Mais ce qui est le plus étonnant dans l'histoire du peuple juif, c'est que, malgré tout, le peuple juif continue de prospérer. Après les horreurs de la Shoah, les Juifs ont reconstruit leur communauté, leur culture et même leur patrie. Aujourd'hui, les Juifs contribuent à la science, à la technologie, à la littérature et à l'art, enrichissant ainsi toute l'humanité. Un discours brillant. Messieurs, l'Amérique et Israël sont détestés pour la même raison que les Juifs sont détestés pour leur succès. Parce qu'Israël est en guerre permanente depuis 80 ans, sans pétrole, important absolument tout ce dont il a besoin pour sa production. Israël est devenu l'État le plus prospère du Moyen-Orient, le plus libre, le plus accueillant pour l'homme, celui où le droit est le plus fort. Même si là-bas aussi il se passe des choses terribles, mais ce que nous appelons terrible n'est rien comparé à ce qui se passe en Ouganda. 5, je ne sais pas, là-bas, disons, en Jordanie, et ainsi de suite. Incroyable pour le Moyen-Orient, le niveau de vie de la population est incroyable. Je ne parle pas des oligarques, ou des padichas, ou peu importe comment on les appelle. Oui, voilà l'Amérique, le rêve, oui, mais en même temps l'envie et la haine du monde entier. Inscription, la destruction du mouvement de gauche. Je n'ai jamais été démocrate. J'ai toujours, collaboré avec les démocrates et, en général, voté pour eux. Je pense que j'ai toujours voté pour eux, mais j'ai toujours vu les choses ainsi. Non, je vais vraiment prendre la décision moi-même. Ils m'ont toujours semblé moins effrayants et moins fous que les républicains. Mais j'attends le jour où tout sera équilibré. On s'en rapproche, parce qu'ils sont devenus encore plus fous. Bill Maher, une des icônes du mouvement de gauche. Quand on demande, par exemple, qui du côté gauche n'est pas complètement fou. En général, on cite rapidement Bill Maher, et Bill, après une rencontre à la Maison-Blanche avec Trump, après avoir parlé avec les hystériques du Parti démocrate, a commencé à être sidéré par ses propres collègues de parti. Est-ce qu'il y a encore plus de folie à gauche? C'est exact. Et c'est plus proche de la maison. Vous savez, c'est dans les écoles, c'est un peu comme ça, comme Trump. Oui, il a mal agi, et il n'aurait probablement pas dû faire ce qu'il a fait quand il a été mis en accusation à cause de l'Ukraine. Et, vous savez, tout ça, la démocratie, ce n'est pas ça.
Mais eux, vous voyez, ils sont un peu hors du commun. Ce qu'ils n'aiment pas chez les démocrates est bien plus proche de chez eux. Et, à mon avis, c'est là que réside l'essentiel. Et ils voient en Trump celui qui se dresse entre la folie et, voilà, c'est ce qu'il représente pour eux, un rempart. Farid Senen n'est pas non plus d'ailleurs le pire ni le plus stupide, il est même très intelligent, je dirais. Mais il ne peut pas, comme Maher, montrer qu'il doute parce qu'il n'est pas une star comme Maher. On le renverra pour un doute. La question des universités que nous voyons avec les attaques contre Israël et les Juifs, c'est... Je vois que Sam Bankman-Fried a été reconnu coupable, et puis je lis à propos de ses parents, qui sont tous les deux professeurs à Stanford. Il y a 15 ans, j'aurais dit... Il y a 10, 15 ans, j'aurais dit ça. Oui, comment cela a-t-il pu arriver à l'enfant de 2 professeurs de Stanford? Les amis, vous êtes tout simplement... Vous n'imaginez pas ce que signifient les paroles de Bill Maher. Peut-être que je vais voter pour les républicains la prochaine fois. Cela signifie que des millions de ses auditeurs et téléspectateurs vont se dire, d'une certaine manière, moi aussi, je ne me sens plus obligé de voter pour les démocrates. Je vais jeter un œil. Je n'ai jamais été un... Démocrate non plus, À la base, Je n'ai jamais été démocrate, en fait. J'ai toujours, collaboré avec les démocrates et, en général, j'ai voté pour eux. Je pense que j'ai toujours voté pour eux, mais j'ai toujours vu les choses ainsi. Non, je prendrai vraiment ma propre décision. Ils m'ont toujours semblé moins effrayants et moins fous que les républicains, mais j'attends le jour où tout sera équilibré. Nous nous en rapprochons parce qu'ils sont devenus encore plus fous. Bailey a dit la vérité. Bill Maher prend le risque qu'une partie de son public s'en aille. Mais il a toujours été honnête. J'ai souvent pensé qu'il avait tort, mais il le pensait sincèrement. C'est-à-dire, à mon avis, il n'est pas particulièrement sage. Intelligent, mais pas sage. Ce sont des choses différentes. Mais il est honnête. Et d'ailleurs, il sait bien expliquer, raconter, présenter son point de vue. Le départ démonstratif de Bill Maher de la phraséologie libérale, même des invocations rituelles du Parti démocrate. Personnellement, cela me réjouit beaucoup. Bill est un influenceur, au sens plein du terme, un influenceur pour tout le public américain, c'est-à-dire un influenceur à l'échelle nationale. Et quand il change d'opinion, cela influence énormément de gens. Eh bien, et maintenant ? Aujourd'hui, nous avons encore plus de contenu pour vous sur cette guerre civile absurde et comique dans laquelle le Parti démocrate est actuellement enlisé. Et comme je le dis souvent, c'est essentiellement un faux choix. Parce que, peu importe qui gagne, que ce soit la direction vieillissante et corrompue du parti ou d'un autre côté, la nouvelle aile jeune, progressiste, radicale, mais elle aussi corrompue du Parti démocrate. Dans tous les cas, leur programme mène à la destruction finale de l'Amérique, que ce soit rapidement, grâce à des initiatives progressistes, ou lentement, à travers la politique néolibérale et défaillante de l'establishment. De toute façon, ils sont fichus. Mais au moins, c'est une situation assez amusante. Et, bien sûr, la direction du Parti démocrate et la classe des donateurs sont littéralement en panique à cause de ce socialiste incompétent, M. Zaron Mamdani. Un petit communiste est sorti, souriant, apparemment pas un carriériste stupide, qui se fiche complètement de ce qu'il promet. Après tout, ce n'est pas à lui, n'est-ce pas ? Mais comment cela va-t-il jouer dans tout le pays ? Voilà la question en 2026. En même temps, je comprends, vous savez, à un certain niveau, d'où vient cette panique chez les démocrates. Parce que si l'on parle des élections de mi-mandat de 2026 et de la perspective que des radicaux aussi inadaptés que Zaron puissent organiser des primaires contre d'autres démocrates en exercice. Et, d'ailleurs, pas forcément seulement dans des régions aussi profondément bleues que New York, n'est-ce pas? Imaginez une situation catastrophique.
Dans une course clé pour un siège à la Chambre des représentants, au Sénat ou même au poste de gouverneur, un progressiste radical et fou apparaît, ce qui détruit complètement les chances des démocrates en 2026. C'est de là que vient la source de la panique. De nombreux dirigeants et donateurs du Parti démocrate paniquent à cause de Zohran Mamdani, un socialiste démocrate de 33 ans qui a remporté l'investiture du parti pour devenir le prochain maire de New York. Et vous savez, cela a du sens. Vous devriez paniquer parce que vous avez laissé ce type battre une puissante dynastie politique de votre parti. Là, il y a quelque chose là-dedans. Sur l'incompétence de la direction de l'establishment démocrate qui permet de perdre de façon honteuse. Au fait, le taux d'approbation est de 20%, y compris votre propre base. Oui, c'est peut-être vraiment logique, mais néanmoins, pourquoi est-ce important ici? Eh bien, comme vous le savez, les démocrates de l'establishment essaient de se remettre des défaites du parti en 2024. Et ils craignent que Mamdani puisse nuire à l'image du parti au niveau national. Alors que les jeunes progressistes pensent que son approche pourrait s'étendre au-delà de New York. On vous impose un faux choix dans la guerre civile parmi les démocrates. Donc, à un certain niveau, il est vrai que Mamdani n'est clairement pas la meilleure image nationale pour le Parti démocrate. Essayez d'imaginer cela dans les États de l'Arizona, de la Géorgie, du Michigan, du Wisconsin, de la Pennsylvanie. Ce n'est pas certain que cela fonctionne de la même manière là-bas. En même temps, est-il possible de nuire davantage à l'image du Parti démocrate au niveau national qu'ils ne l'ont déjà fait eux-mêmes? Compte tenu d'un taux d'approbation de 20%, Voyons voir, le Parti démocrate bénéficie d'un soutien de 20%, peut-être un peu plus, mais pas plus de 30%. Ce qui signifie qu'une partie de leurs membres ne soutient pas les escrocs qui ont déjà été pris. C'est leur direction. J'ai ainsi appelé la nouvelle tribu, ces communistes qui sympathisent avec l'islam. Nous ressentions cette curieuse tournure depuis longtemps. Mais là, ils sont simplement apparus les uns après les autres, en masse. 3 ou 4 filles, pour une raison quelconque, au Congrès, et voilà, tenez, un candidat à la mairie pour vous. Oui, avec ces opinions-là, ils n'ont même pas 20% de chance. En Amérique centrale, mais dans les grandes villes côtières, comme Boston, Chicago, ce n'est pas tout à fait la côte, mais quand même New York, San Francisco, Los Angeles, où il y a beaucoup de profiteurs et beaucoup de diplômés de l'université de Berkeley. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire des gens avec le cerveau complètement retourné et lavé. Je ne sais pas ce qui vient en premier. D'abord, on lavait le cerveau, puis on le retournait. Ou d'abord, on le retournait, puis on le lavait. Et en plus complètement désappris à penser. Je le dis en toute responsabilité, en dehors de leurs professions étroites. On les a soigneusement désappris à douter, et quand tu as cessé de douter, tu as cessé de penser. C'est-à-dire que dans ces repères, nos avant-postes communo-islamistes de gauche radicale, ils ont une chance. Ce qui signifie un échec total du Parti démocrate aux élections générales, parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un imbécile pour soutenir le Parti démocrate. D'ailleurs, ça vient de me traverser l'esprit, dit à part un imbécile, peut-être aussi un âne, un chacal, une hyène, et tout ça. Selon les informations politiques, certains démocrates à la Chambre des représentants s'inquiètent du fait que le succès de Mamdani pourrait inspirer de nouveaux adversaires. Lors des primaires contre les démocrates sortants, qui considèrent leur campagne comme un référendum sur l'âge et l'autosatisfaction, comme je l'ai déjà dit, c'est au niveau national la véritable raison de la panique chez les dirigeants et les donateurs. C'est là le plus grand risque que représente Mamdani. Il ne s'agit pas seulement du fait qu'André Kouma ne gagnera pas, ou que New York restera comme avant, mais que désormais tout va empirer. La ville va devenir quelque chose d'anarchique, de chaotique, rempli de criminalité. Et un véritable cauchemar dont beaucoup d'entreprises vont partir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais si on regarde les élections intermédiaires, si ce Mamdani devient en fait le visage national du Parti démocrate, et cela entraînera l'apparition de nombreuses histoires et situations similaires en 2026. Et il y a déjà des personnages comme David Hawk et d'autres jeunes leaders du parti qui mènent une telle révolution.
On peut alors imaginer une situation où, au final, une poignée de fanatiques fous et inéligibles, bien que, comme je l'ai déjà dit, je ne sois pas sûr qu'ils soient bien pires que les représentants actuels de l'establishment. Mais peu importe. En gros, cela remettra simplement les élections de mi-mandat de 2026 à MAGA et au Parti républicain. Pour conclure ce sujet, à la tête du Parti démocrate, ce sont des séniles qui dirigent. Ce sont les mêmes voleurs lâches, pas très différents de Biden, des voleurs timides, alors qu'à la différence, disons, d'Obama, ce n'est pas un voleur timide. Mais ceux qui essaient de les remplacer ne sont pas de jeunes démocrates, comme Kennedy ou même Roosevelt. Oui, d'ailleurs, Dieu nous en préserve aussi, mais ce sont ces communistes-là, avec les yeux brûlants et la bouche grande ouverte. Donc tout confisquer, tout contrôler, emprisonner tout le monde, éliminer, expulser. Et puis il y a les vieux qui en fait ont toujours eu du mal à céder le pouvoir. Même quand ils étaient de jeunes, ils le prenaient et maintenant ils n'ont vraiment pas envie de le lâcher. Ils voient avec horreur comment les loups qu'ils ont eux-mêmes élevés, eux, ils pensaient qu'ils plaisantaient. Ils pensaient que tout le monde comprenait qu'ils mentaient. Tout le monde comprenait qu'ils jouaient à des jeux. Mais ils ont nourri ceux-là, qui déchirent, qui mettent tout en pièces, absolument tout et tout le monde, pour hisser le drapeau de la victoire sur le Reichstag. Mais en même temps, ce même Reichstag, ils comptent le brûler jusqu'à la dernière pierre. En même temps, bien sûr, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le Parti démocrate doit disparaître. Eh bien, ils sont tous dans une impasse. Ils doivent disparaître, devenir un petit parti insignifiant, comme les Verts, oui, disons, le Parti des Verts. Voilà. Mais à sa place, il doit émerger un deuxième parti pro-capitaliste pour le libre marché, pour la liberté, pour l'individualisme. Un parti qui reflètera les opinions de ceux qui ne sont pas d'accord avec les républicains sur certains points, ou qui veulent atteindre, disons, le même mode de vie mais d'une manière différente. Parce qu'il y a plein de modèles, enfin pas plein, il y en a 2, 3, 4, 5, il y a des chemins qu'on peut emprunter. De mon point de vue, il n'y en a qu'un seul, mais ce n'est pas ce que nous discutons en ce moment. Voilà, disons, le parti libertarien avec ses opinions, là aussi je soutiens à 80%, 85% peut-être, oui, 15% pas vraiment, soit le parti. Je me suis souvenu du capitalisme scientifique. Vous vous souvenez tous du communisme scientifique. Oui, mais celui-ci n'est pas basé sur des absurdités. À cause de ça, je ne pouvais pas étudier. Pas parce que j'étais un opposant idéologique, simplement je ne pouvais pas étudier parce que c'était complètement absurde. Là-bas, rien n'aurait collé non plus. À ce moment-là, j'avais déjà lu Hegel. Hegel, Nietzsche, Montaigne et d'autres encore, et là, on m'obligeait à apprendre ces absurdités. C'était horrible. Oui, j'ai à peine réussi à m'en sortir. Voilà. Et ce parti qui doit émerger, il doit émerger sur la base du bon sens, comme le livre de Thomas Paine, Le bon sens, et sur le bon sens en général. Eh bien, mesdames et messieurs, le plus important, c'est que ce que proposerait ce parti ne soit pas contraire à la nature humaine. Il suffit simplement de créer des conditions dans lesquelles les actions bénéfiques pour la société seraient bien récompensées, et celles qui ne sont pas très bonnes, pour ne pas dire destructrices, seraient peu punies. Et ce, financièrement parlant, comme on dit. Et alors, nous verrons bien, quand il y aura un incitatif, dans quelle direction nous irons tous. Au revoir et à la prochaine.